De retour sur Africa 24, le politicien de ce vendredi plonge au cœur d'une économie dynamique confrontée à certains défis. Pour en parler, je suis toujours en compagnie de Mesfin Alex, Amidine Khan et Mohamed Oudia. L'économie éthiopienne est en forte croissance depuis près de 10 ans. Plusieurs projets industriels mettant à profit les potentialités du pays ont permis l'accélération de la transformation des structures économiques. Au cœur de cette dynamique, notamment le programme quinquennal dénommé Growth and Transformation Plan. Les précisions de Siamlo, Victoria Seji. Depuis près d'une décennie, les autorités éthiopiennes se sont engagées dans la transformation de leur économie. Entre 2004 et 2016, la croissance moyenne annuelle de l'Éthiopie s'est élevée à 10,5%. Un ambitieux plan quinquennal dénommé Growth and Transformation Plan a été lancé en novembre 2010 afin de transformer, industrialiser et urbaniser radicalement le pays. Le plan quinquennal de croissance et de transformation mis en œuvre de manière méthodique par le Premier ministre Haïlé Mariam Desalegn est au cœur de cette renaissance de l'économie éthiopienne. Il a ainsi été reconduit pour une seconde phase 2015-2020 en mettant davantage l'accent sur les activités manufacturières. Les débuts promoteurs de l'industrialisation de l'Éthiopie apportent d'importants changements dans le pays, notamment dans le secteur agricole. L'agriculture, ressource principale de l'économie, fournit 85% des emplois. Le secteur contribue à près de 45% du produit intérieur brut et 62% des exportations totales. Pour rappel, l'Éthiopie est le principal producteur de café arabica en Afrique et le 6e producteur mondial. Le café contribue à lui seul à 36% des exportations. Pour l'instant, on a vu le volume des exportations des produits éthiopiens sur le marché international augmenter. Donc, l'export des produits agricoles, surtout avec le café, le thé, enfin le café est le plus grand, le premier produit exporté. On a vu aussi l'augmentation d'une variété de produits agricoles. L'Éthiopie a de véritables atouts, notamment un marché prometteur et un environnement exceptionnel. Les indicateurs socio-économiques confirment des progrès remarquables sur la dernière décennie. Des méga-projets de développement étaient censés tirer l'économie. Ils sont en place. L'Éthiopie a construit des voies de chemin de fer en tramway. Un énorme réseau hydroélectrique est en cours d'édification. Les autorités misent sur l'accès du pays à la mer qui représente 85% de ses ressources en eau. En 2016, une nouvelle ligne de chemin de fer de 752 km reliant Addis Abeba à Djibouti a en ce sens été lancée pour faciliter le commerce. D'un investissement total de 4 milliards de dollars, le tronçon sera pleinement opérationnel courant 2017. D'autres mesures incitatives d'exonération fiscale permettant d'accroître les investissements directs étrangers ont par ailleurs été adoptés en 2016 afin de renforcer la compétitivité et la performance du marché industriel. Avec ce projet géant de connecter l'Éthiopie sur la mer Rouge, ça permettra premièrement à réduire le coût d'exportation des produits éthiopiens, qui par conséquent aura un impact sur la capacité compétitive des produits éthiopiens. Donc, absolument, on verra l'augmentation en volume et en retombée économique des produits exportés éthiopiens. Un plan aussi qui vise à réduire le taux de mortalité maternelle. Située dans la Corne de l'Afrique, l'Éthiopie est le 2e pays le plus peuplé du continent. Ses plus de 99 millions d'habitants constituent une importante main-d'œuvre. Les principales opportunités industrielles offrant de réels avantages aux investisseurs existent dans les secteurs du textile, de l'alimentation, de l'électronique, des mines et du bâtiment. Si ce développement historique très positif se poursuivait, l'économie et la population éthiopienne pourraient atteindre le niveau de pays à revenu moyen en 2025, défini actuellement à 1 430 $ par habitant par la Banque mondiale. Monsieur Khan, l'Éthiopie a été à la coqueluche de l'Afrique en matière de réussite économique ces dernières années. Finalement, qu'est-ce qui a fonctionné dans ce modèle? Mais ce qui a fonctionné, c'est l'agriculture. L'agriculture fonctionne et puis il y a aussi les infrastructures lourdes. Il y a l'agriculture, par exemple, surtout par exemple au point de vue, par exemple, ils ont édité un réseau, par exemple, pour les semences. Ça veut dire que partout en Éthiopie, maintenant, quand on téléphone, on peut savoir, par exemple, parce que les sols ont été expertisés. Donc on sait pour quel sol il faudra quel engrais.
Dans les années 90, l'Éthiopie n'utilisait qu'une seule sorte d'engrais. Maintenant, ils utilisent plusieurs sortes d'engrais, à peu près 13. Parce que la vulgarisation s'est faite au point de vue agricole. Et puis, il faudra se dire aussi que les infrastructures, par exemple, il y a le barrage de la Renaissance africaine, qui a voulu créer, Mohamed Morsi a voulu créer un problème là-dessus. Peut-être vous aviez entendu parler de, lorsqu'ils ont tenu une réunion au Caire, pour justement contrecarrer ce projet. C'était une réunion secrète, mais tous les micros étaient ouverts, donc là, tout le monde était au courant. Je crois que vous étiez au courant. Ça a fait d'ailleurs un scandale. Ça a fait un scandale mondial, parce que tout le monde en parlait. Ils voulaient justement une réprimande contre l'Éthiopie. Ils disaient qu'on va essayer de mener justement une guerre contre l'Éthiopie, d'ailleurs en faisant justement l'ethnicisme. C'est de ça que parlait Morsi. Et puis, à part ça, à part les infrastructures, il y a aussi, il faudra dire que l'Éthiopie, c'est le plus grand cheptel d'Afrique. C'est le plus grand cheptel d'Afrique. Ça, c'est un potentiel très important parce que pour le XXIe siècle et le siècle à venir, l'important, ce ne sera pas les mines, mais l'important, ce sera l'eau. Les grandes batailles de ce siècle et des siècles à venir, ce sera le problème de l'eau. L'Éthiopie a ce potentiel et a des hauts plateaux, a un cheptel. Donc l'Éthiopie a tout pour réussir. Maintenant, il suffit seulement que justement que la population accompagne le gouvernement, que le gouvernement fasse aussi de la démocratie, justement, pour que le décollage soit efficient. Moi, je crois aux forces éthiopiennes, je crois en la capacité éthiopienne de se développer. Monsieur Dia, les limites politiques du projet éthiopien, le fait de tout contrôler, est-ce que ça ne pose pas problème dans l'économie du pays? Mais justement, c'est que l'économie ne peut pas être à la fois libérale et totalement sous contrôle. C'est contradictoire et paradoxal, ça ne peut pas marcher à long terme. Dans le premier temps, oui, ça peut marcher. C'est ce qui passe, c'est ce qui s'est passé dans les pays dont on a parlé tout à l'heure, les dragons asiatiques. Mais il y a le modèle lui-même qui pose problème par certains aspects. Par exemple, l'Éthiopie n'a pas d'argent. Il y a beaucoup d'investisseurs qui viennent. Il faut les faire venir. Il y a les Chinois qui délocalisent beaucoup en Éthiopie. L'Éthiopie est, disons, l'enfant gâté des puissances occidentales. Les Américains donnent beaucoup d'argent à l'Éthiopie, la France, l'Union européenne. D'ailleurs, le 11e parce qu'on a confiance au pays, là aussi. C'est une marque de confiance que les autorités... Mais c'est lié au fait que, aussi, c'est un pays qui a un potentiel, comme il l'a dit tout à l'heure, qui est extraordinaire. Il y a presque 100 millions d'habitants. Je pense même qu'il y en a plus, parce qu'ils disent le dernier, ils ont dit 106 millions. 106 on est à 100 99 millions. C'est donc le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique après le Nigeria. Ils ont 1 million de kilomètres carrés. Nos amis mauritaniens ont aussi 1 million de kilomètres carrés, mais ils ne sont que 4 millions. Il faut peut-être qu'on importe des gens en Mauritanie, ça soit dit en passant. Mais pour l'Éthiopie, c'est une chance inouïe. Et l'Afrique doit se mobiliser derrière l'Éthiopie. Moi, j'ai toujours dit qu'il faut se mobiliser derrière deux pays en Afrique pour commencer, qui sont le Nigeria et l'Éthiopie. Mais aussi, l'Afrique du Sud a déjà un potentiel extraordinaire. Parce que ces pays réunissent les conditions minimales pour s'en sortir par eux-mêmes. C'est le cas de l'Éthiopie. Mais il y a des faiblesses structurelles qui sont à la fois politiques, ethniques, géographiques. Mais l'Éthiopie était un empire. Et pendant des siècles, il y a eu des batailles à n'en plus finir avec les Érythréens, ça c'est connu. Et finalement, les Érythréens sont partis. Est-ce que justement ces faiblesses structurelles dont on parle vont apparaître et surtout prendre le dessus et finalement désenchanter ce beau modèle économique qu'on loue aujourd'hui? J'ose espérer le contraire. Et je pense que notre ami éthiopien est là, il est très remonté contre l'actuel pouvoir, mais vous allez finir par trouver un modus vivendi. Oui, parce qu'il y a quand même beaucoup de choses positives à dire, monsieur Mesfin. Il y a de bonnes choses positives, mais il y a des choses aussi qu'on peut faire mieux si les autorités ils sont à l'écoute et au respect de l'opposition. Parce qu'il n'y a rien de mieux pour une démocratie, pour une stabilité que l'alternance. L'alternance doit être le pilier même d'une démocratie. Là, ils ne veulent pas attendre ça. Pour revenir à mon ami Khan, c'est que l'Éthiopie, 85% de son activité est basée sur l'agriculture. Depuis quelques décennies, qu'est-ce qu'on voit? Enfin, presque depuis une dizaine d'années, qu'est-ce qu'on voit en Éthiopie? L'Éthiopie, elle brade, elle confisque la terre fertile pour le donner aux investisseurs étrangers. Ces mêmes peuples qui disait tout à l'heure mon ami, justement d'ailleurs, un peuple qui n'a jamais été colonisé, qui a toujours gardé
à deux reprises contre les Italiens d'ailleurs, son indépendance. Maintenant, il a perdu sa propre dignité, il est devenu l'esclave des investisseurs étrangers sur sa propre terre. Mais attendez, parce que la façon comment ils sont traités ces gens-là... garde son indépendance. Oui, mais pourquoi déjà, par exemple, vous imaginez, avec un certain Médoc ou avec certains investisseurs des pays du Golfe, on a confisqué la terre dans certaines régions d'Awak et de Gambella pour produire du riz, pour l'exporter à l'étranger. Donc l'Éthiopie perd actuellement son autonomie, son indépendance. Oui, mais attendez, on attend aujourd'hui 5,6 millions d'Éthiopiens, ils risquent de mourir de faim. Non, ce qu'il dit, moi je me suis toujours battu contre ça, c'est un fait réel, c'est pas seulement en Éthiopie, c'est dans toute l'Afrique. La confiscation des terres se fait dans toute l'Afrique. Justement, tous les Africains se mobilisent maintenant contre ça. Et d'ailleurs, même certaines grandes ONG, et puis certaines... parce que les multinationales, qu'est-ce qu'elles font? Elles viennent, d'ailleurs, il y a eu des événements, par exemple, au nord du Sénégal, pour ça, hein, avec Senhuil. Hein. Mais d'ailleurs... je continue, et puis après, je vais vous laisser parler. Je crois que les Africains doivent se réveiller, parce que, comme je vous l'ai dit tantôt, la grande bataille pour les siècles à venir, c'est la bataille de l'eau et de l'agriculture. La bataille de l'eau et de l'agriculture. Quand on a des mines, on a du pétrole, tout ça, ça se termine. Les pays du Golfe l'ont compris, ils sont en train de vouloir investir massivement en Afrique. Parce que l'Afrique contient 65% des terres arabes qui restent dans le monde. 65% sont africaines. Donc une erreur stratégique de laisser cette agriculture... Au lieu de soutenir le paysan éthiopien, c'est-à-dire s'ils ont besoin de crédit ou de formation, peu importe, on doit les aider, ces gens-là, parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, le 45% du PIB de l'Éthiopie, il vient de l'agriculture. 80% Mais le plan dont on parle justement, le GTP, il est basé autour de cette amélioration et de la modernisation de l'agriculture. Donc le gouvernement en a pris conscience et c'est ce qui est mis en place dans ce plan de 2015 à 2020. Oui, le plan, je crois qu'il est bon, mais comme il l'a dit, il faudra le revoir en détail. Ça veut dire quand on loue des terres, il faudra les louer pour une période normale. Déterminée. Voilà. Par exemple, ça a été le cas de la chute de l'ancien président malgache. Il avait loué des terres à Samsung pour 99 ans. 99 ans. On ne loue pas des terres pour 99 ans, on doit louer des terres pour une décennie ou 2 décennies au grand maximum. Et dire après, vous allez bien travailler les terres et puis les terres vont nous revenir pour nos agriculteurs. Mais ce n'est pas le cas dans beaucoup de pays africains. Quand on loue pour un siècle. Et l'autre chose aussi, c'est que la production agricole, telle qu'elle est, par exemple, on peut louer, comme il a dit, en durée déterminée, mais la production elle-même, elle devait y avoir un certain quota. Par exemple, on laisse 10% ou 20% à l'exportation. La production céréalière de l'Éthiopie, elle a quand même progressé de 150% en à peine 10 ans, grâce à une politique agricole qui a quand même été mise en place. Ce qu'il dit est important, puisqu'on a vu la fragilité du système très récemment. Il y a eu un effet climatique avec ce qu'ils appellent El Niño. Et il y a eu une insécurité alimentaire d'un quart de la population en Éthiopie. Et donc, l'Éthiopie, qui était connue comme le pays de la famine dans les années 80, ce qui a expliqué d'ailleurs ces exodes massifs d'Éthiopiens qui sont allés maintenant constituer une diaspora qui est flamboyante un peu partout dans le monde, surtout aux États-Unis notamment. Et voilà, le problème c'est qu'on loue des terres alors qu'on n'a pas encore. Mais au-delà de l'allocation des terres, il y a des chiffres quand même qui parlent. Hein. L'Éthiopie, elle a mis à contribution 60 000 cadres spécialisés justement dans cette modernisation de l'agriculture. Il y a 50 millions de paysans qui ont bénéficié de techniques de rationalisation de l'eau dont on parlait. Il y a quand même, au-delà de cet aspect de location des terres, qui là encore montre que cette politique justement, ce que je disais tantôt, c'est que le paradoxe, c'est que c'est un pays, enfin, il y a un volontarisme politique pour développer le pays, mais il manque l'argent. Donc il faut trouver l'argent. Et les locations et toutes sortes de choses qu'ils sont en train de faire, c'est pour trouver des investisseurs. Mais il faut trouver un juste équilibre, j'imagine, sinon vous arrivez à des révoltes populaires. On a aussi l'Éthiopie qui a créé, rappelons-le, M. Mesfin, l'Agricultural Transformation Agency, l'agence tout simplement pour les transformations agricoles, pour compléter cette politique qui a été mise en place dans le pays depuis quelques années. Moi, je vous pose une question. Vous imaginez, en Éthiopie, depuis pratiquement une dizaine d'années maintenant, l'inflation, il tourne environ entre 16 et 20% chaque année. L'Éthiopie consacre systématiquement 10 à 17% de son budget à l'agriculture. Non, l'inflation, moi je parle. D'accord. Bon, le salaire et le revenu moyen des gens, il est constant, c'est-à-dire il est stagnant. Il n'a jamais été. L'année dernière, à cause de révoltes, ils ont réajusté un petit peu. Le problème, c'est que le produit agricole, quel que soit le développement ou l'amélioration de produits agricoles, comme on a constaté qu'on l'exporte vers les pays du Golfe parce qu'on a besoin, soi-disant, entre guillemets, de devises étrangères ou de pétrole, peu importe, la population, elle n'a plus de moyens de se nourrir.
Il n'y a pas, même des gens, par exemple, qui ont un travail qui ont un revenu décent, on peut l'appeler, si on peut l'appeler comme ça, la classe moyenne, ils ne peuvent pas se nourrir 3 fois par jour. Parce que les prix sont devenus exponentiellement plus élevés. L'inflation est passée à 6,1% en janvier et 7% en février. Vous savez les chiffres. Hein. Pour expliquer à peu près cette hausse de l'inflation. La réalité, par exemple, quand vous regardez le coût moyen d'une baguette, par exemple, prenons une baguette, il y a 10 ans qui coûtait 1 euro, maintenant il coûte environ 15 euros. Et le salaire, par exemple, n'a pas bougé d'un iota. Et que voulez-vous? Parce que, par exemple, quand les gens ils vous disent que l'agriculture s'est développée, on produit davantage qu'il y a 10 ans ou 15 ans, 20 ans, on s'est concentré pour l'exportation vers les Djibouti, vers les pays du Golfe, etc. Et ça, en ignorant la population, ses besoins. Mais d'abord, un peuple, un État, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit nourrir sa population d'abord, avant de l'exporter. Merci, Monsieur Mesfin. On va conclure sur ces mots. Merci à vous également, Monsieur Dia et Monsieur Hamedine Kane, pour votre participation. Et merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de Politicien. En attendant, restez sur notre antenne. L'information se poursuit.